Au moment de la réalisation de cette vidéo, le 13 septembre 2022, les forces armées ukrainiennes ont infligé à la Russie sa plus grande défaite tactique depuis son échec à prendre Kiev au début de la guerre. Nombreux sont ceux qui, à l'ouest, qualifient cette récente contre-offensive ukrainienne de changement de donne et même les propagandistes russes ont exprimé leur inquiétude quant au succès de l'offensive, allant jusqu'à admettre que les forces russes ont été contraintes de se retirer de la région de Kharkov. Mais diable, cette contre-offensive a-t-elle été couronnée de succès et ne risque-t-elle pas d'entraîner l'utilisation d'armes nucléaires par une Russie désespérée? La contre-offensive de l'Ukraine a commencé le 6 septembre, mais elle était en gestation depuis quelques semaines auparavant. En grande pompe, l'Ukraine a annoncé un renforcement significatif de ses forces dans le sud dans le but de reprendre Kherson. La ville est un centre stratégique important dans le sud de l'Ukraine. Cela permet aux forces ukrainiennes de s'enfoncer encore plus profondément dans le sud et même d'attaquer la Crimée avec des munitions à longue portée. Avec une attaque sur la base aérienne de Saki en Crimée début août, qui a laissé de nombreux avions russes détruits ou endommagés, une attaque sur Kherson semblait être une menace sérieuse. Le renforcement des forces ukrainiennes a incité la Russie à redéployer 10 troupes tactiques de bataillons dans le sud pour renforcer la région. Il est encore trop tôt et les détails restent classifiés, mais il semble que l'attaque sur Kherson avait pour but d'étendre la ligne russe sur le fleuve Dnipro, ou bien peut-être que l'Ukraine a simplement exploité l'affaiblissement des positions russes dans le nord. Ce qui est sûr, c'est que si l'attaque sur Kherson a fait quelques modestes progrès, la Russie a absolument été mise en déroute autour de Kharkov avec une retraite à grande échelle par les Russes. Russes si chaotiques et paniqués que des dizaines de millions de dollars d'équipements et de munitions ont été simplement laissés derrière. La clé du succès de l'Ukraine commence avec un système d'armes, le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, développé et mis en service par les États-Unis et fourni à l'Ukraine en petite quantité au début de l'été. Méfiant d'engager de grandes quantités d'équipements sophistiqués qui pourraient être détruits ou capturés par une puissance de feu russe supérieure, la douzaine d'unités HIMARS initialement et intelligemment dévastateurs par les Ukrainiens. Les HIMARS combinent une portée bien supérieure à celle de l'artillerie traditionnelle et la précision, ce qui permet aux forces ukrainiennes de frapper la Russie là où ça fait mal. Avec une portée d'environ 92 km, avec des roquettes standards ou de 190 miles, environ 300 km, avec le système de missiles tactiques de l'armée, HIMARS a permis à l'Ukraine d'atteindre des zones arrières ennemies et de dévaster les postes de commandement et les centres d'approvisionnement. Les officiers supérieurs russes qui étaient déjà dans une espèce de voie de disparition sur le champ de bataille ukrainien étaient maintenant assassinés à des dizaines de kilomètres. Cela a forcé la relocalisation des postes de commandement à une centaine de kilomètres plus loin des lignes de front. Ce simple mouvement a été dévastateur pour une armée avec une lourde structure de commandement du haut vers le bas. Les forces russes manquent d'un corps de sous-officiers à cause de leur forte dépendance à l'égard des conscrits et difficulté à garder les soldats professionnels intéressés par un réengagement. Cela signifie que les officiers supérieurs doivent souvent être sûrs auprès des lignes de front pour s'assurer que leurs ordres sont exécutés, mais maintenant, il était soudainement très dangereux pour eux d'être n'importe où près du front, les forçant à reculer et leur donnant moins de contrôle opérationnel sur leurs unités. Mais nous en reparlerons quand nous discuterons de la raison pour laquelle les unités ukrainiennes sont plus efficaces que les unités russes. Ce n'étaient pas seulement les postes de commandement qui devaient être déplacés, mais aussi les dépôts de munitions et carburant également. Là, le travail en amont de l'Ukraine a préparé le terrain pour la contre-offensive. La Russie, faisant preuve d'une incroyable ineptie, s'est largement tenue à l'écart et a permis à ses opérations de formation de se poursuivre presque sans résistance. Le résultat final a été catastrophique car l'Ukraine a détruit d'énormes quantités de fournitures logistiques et a forcé la Russie à déplacer ses centres d'approvisionnement loin du front. Cela a eu pour effet direct de limiter la maniabilité des unités russes qui devaient maintenant attendre 2 ou même 3 fois plus longtemps que d'habitude pour le réapprovisionnement. Normalement, avoir les mains liées est un bon moyen de perdre dans une guerre moderne, comme la Russie l'a rapidement découvert. Une autre arme américaine dont l'Ukraine a fait un excellent usage pour façonner le champ de bataille avant sa contre-offensive était le missile HARM, ou missile anti-radiation à grande vitesse. Fourni à l'Ukraine en grande quantité classifiée, un effort des Américains et Ukrainiens ont abouti à l'adaptation de supports de style occidental pour le HARM et les avions ukrainiens de fabrication soviétique. Une fois équipée de HARMS, l'armée de l'air ukrainienne a commencé à cibler les radars russes pour les détruire. La perte des radars de défense anti-aérienne et de contre-batteries radars ont rendu de plus en plus difficile pour la Russie de se défendre contre les attaques aériennes ou de riposter contre l'artillerie ukrainienne avec ses propres barrages.
Cela a fini par changer la donne sur le champ de bataille. Changement de jeu sur le camp de bataille apportant un niveau de parité entre les deux puissances. La raison suivante pour laquelle la contre-offensive de l'Ukraine est un succès est sa force militaire par rapport à la Russie. La Russie est de loin l'armée la plus puissante, mais elle est aussi de loin la moins performante et la moins capable, un fait que l'Ukraine a exploité à son avantage. En 2014, quand la Russie a envahi la Crimée, l'armée ukrainienne était un point critique. Elle était horriblement entraînée et mal équipée, essayant de combattre les forces russes en utilisant la même doctrine soviétique que la Russie elle-même utilisait. Cependant, peu après l'invasion de la Crimée, les États-Unis et d'autres partenaires de l'OTAN sont entrés en Ukraine et ont lancé un programme de formation et de restructuration de ses militaires. Des centaines d'Américains feront le voyage en Ukraine au cours des 8 années suivantes, formant l'Ukraine à la doctrine et aux tactiques occidentales en remodelant complètement son armée. Le résultat n'est pas parfait, mais les forces armées de l'Ukraine ressemblent aujourd'hui beaucoup plus à une force occidentale professionnelle qu'en 2014. Les officiers subalternes et les commandants ukrainiens sont encouragés à prendre des initiatives et à prendre leurs propres décisions au cours du combat, une caractéristique qui fait défaut du côté russe. Cela permet aux unités ukrainiennes d'être beaucoup plus adaptables et manœuvrables que leurs homologues russes, qui doivent attendre les ordres de leurs supérieurs avant de faire quoi que ce soit qui n'ait déjà été discuté dans la planification des contingences. Lorsque les forces ukrainiennes ont commencé à découvrir les vulnérabilités dans les défenses russes au nord, cette liberté d'initiative allait jouer de manière significative lorsque les commandants ukrainiens ordonnèrent à leurs unités d'exploiter davantage les brèches défensives. Incapables d'ajuster leur défense alors que l'environnement de combat évoluait autour d'eux, les unités russes ont été forcées de fuir, bien qu'un nombre significatif d'entre elles se soit simplement rendu. La pénétration des lignes russes a permis aux blindés et à l'infanterie mécanisée ukrainiens de balayer les zones arrières et de causer des ravages parmi les unités de soutien peu défendues comme l'artillerie. Cela n'a fait qu'aggraver la panique croissante des Russes, provoquant encore plus de retraites non autorisées. Une fois les failles exploitées dans les lignes russes, la structure fondamentale de l'armée militaire russe a joué directement contre elle. La Russie est fondamentalement une armée d'artillerie, elle sait qu'elle est technologiquement et professionnellement surclassée par ses homologues occidentaux et a donc cherché à atteindre un certain niveau de parité avec l'Ouest en déployant d'importantes artilleries, dépassant même les États-Unis en matière d'artillerie à tubes et à roquettes. Pourtant, cette dépendance excessive à l'artillerie signifie qu'une fois que leur ligne de front a été compromise, il n'y a pas grand-chose que le soutien russe puisse faire. L'artillerie est lente, même les canons automoteurs, et mal adaptés à la défense contre une offensive mécanisée rapide sans infanterie sur le chemin pour ralentir. Une fois que les forces ukrainiennes ont percé les lignes russes, les équipages d'artillerie n'ont pas eu d'autre choix que de fuir, souvent en laissant leurs équipements derrière eux. Une autre différence essentielle entre les forces russes et les forces ukrainiennes n'est pas seulement la formation ou la doctrine, mais un simple esprit de corps. Les forces russes sont depuis longtemps connues pour être de plus en plus démoralisées par l'engrenage de la guerre en Ukraine. Pour commencer, aucune d'entre elles ne voyait les Ukrainiens comme des ennemis avant la guerre, mais plutôt comme une nation sœur. Puis quand la guerre a commencé, on leur a promis une victoire rapide qu'ils seraient accueillis avec des câlins et des fleurs par la population locale. Au lieu de cela, l'offensive pour prendre Kiev a échoué, tandis que les troupes russes à l'est ont été accueillies avec des cocktails Molotov. Le déploiement d'armes occidentales modernes en Ukraine a eu un impact encore plus fort sur le moral des Russes, puisque les obus d'artillerie américains HIMARS et les obus d'artillerie guidés Excalibur américains ont fait des ravages de précision parmi les forces russes. L'aggravation des problèmes logistiques russes a conduit certaines unités à se retrouver complètement à court de nourriture et ont été obligées de voler ou de fouiller chez les locaux, créant encore plus de problèmes d'ordre moral pour l'armée russe. En comparaison, les forces ukrainiennes sont très motivées à la fois par leur désir de défendre leur patrie, mais également par un sentiment de vengeance sur les atrocités russes dans les territoires occupés. Poutine, désormais connu comme le boucher de Bucarest, a mené une campagne de guerre sans restriction contre les civils ukrainiens et son armée a utilisé le meurtre et pire encore comme outil destiné à affaiblir le moral des Ukrainiens et leur volonté de se battre. Cependant, ces tactiques se sont retournées contre eux et ont donné aux défenseurs de l'Ukraine un désir encore plus grand de chasser les forces russes de leur pays. Le refus du président Zelensky de quitter la capitale alors qu'il semblait que celle-ci allait tomber d'un jour à l'autre a fait de lui un héros instantané aux yeux du peuple et a donné à la nation un coup de fouet au moral nécessaire. Les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent, les Ukrainiens d'un autre côté savent exactement ce qui est en jeu s'ils ne le font pas. Les troupes ukrainiennes ne sont pas seulement mieux entraînées et de mieux en mieux équipées, mais aussi beaucoup plus motivées à se battre que les Russes.
Bien que le nombre exact est encore inconnu étant donné le secret de l'opération en cours, on estime que pas moins de 3000 Russes pourraient s'être rendus aux Ukrainiens. Ce que l'on sait, c'est que les autorités ukrainiennes ont dit qu'ils ont récemment capturé tellement de prisonniers de guerre qu'elles manquent de place pour les loger. Les raisons finales du succès de l'Ukraine se résument à la Russie elle-même. Bien qu'autrefois considérée comme la deuxième nation la plus puissante du monde, la Russie a prouvé qu'elle n'était pas du tout préparée à affronter un ennemi moderne. Face aux armes et à la doctrine moderne occidentale, les forces russes ont failli trébucher directement dans le désastre. Ils ne semblent pas reconnaître la puissance des munitions de précision à longue portée, ce qui s'explique peut-être par le fait que la Russie elle-même a traditionnellement mis en place peu d'armes intelligentes, s'appuyant largement sur des munitions non guidées. Un mépris stupéfiant pour le renseignement électronique et des signaux a permis aux États-Unis et à d'autres pays de l'OTAN de localiser les VIP russes en transmettant l'information aux unités ukrainiennes de premières lignes armées de munitions d'artillerie de précision Excalibur ou d'autres armes intelligentes. Les États-Unis n'ont pas fait beaucoup de commentaires sur les renseignements qu'ils partagent avec l'Ukraine, mais beaucoup soupçonnent que les Américains donnent à l'Ukraine à peu près toutes les gouttes de renseignements qu'ils recueillent. Avec les drones volant juste en dehors de la zone de conflit, des satellites, des sources humaines et des mesures d'écoute électronique, les services de renseignement américains ont été capables de fournir à l'Ukraine des montagnes de renseignements et ont rendu les opérations militaires surprises de la Russie pratiquement impossibles. Les Ukrainiens ont également été en mesure d'exploiter une richesse de renseignements fournis par les partisans derrière les lignes ennemies, ainsi que de pleinement exploiter la bêtise des Russes. À plusieurs reprises maintenant, des équipes de télévision russes ont filmé de près des équipements militaires sensibles ou de personnel, conduisant à une réponse immédiate et dévastatrice par les forces ukrainiennes. Dans un incident particulièrement remarquable en août, un journaliste russe a posté une photo de mercenaires du groupe Wagner devant leur caserne en Ukraine occupée. La photo incluait l'adresse de la rue du bâtiment et l'Ukraine a utilisé les lanceurs HIMARS pour le raser, ce qui a entraîné la mort de jusqu'à 100 mercenaires Wagner. Alors que la guerre continue de faire des ravages, certains ou même tous les gains de l'Ukraine pourraient être inversés, mais c'est très peu probable. Les forces russes sont de plus en plus épuisées, démoralisées et rebelles. Et la rumeur veut que la Russie suspendrait l'envoi de nouvelles unités en Ukraine. Cela pourrait pousser un Poutine de plus en plus lui-même à recourir à des mesures extrêmes comme l'utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Face à une opposition croissante dans son pays, car plusieurs municipalités, dont Saint-Pétersbourg et 2 districts de Moscou, demandent sa démission, il est presque certain que Poutine considère un retrait général de l'Ukraine comme totalement inacceptable. Cela pourrait rendre la prochaine phase de la guerre encore plus dangereuse qu'auparavant. Cependant, ce n'est pas une raison pour que le soutien occidental de l'Ukraine faiblisse au moment le plus important. Avec les combats qui vont s'étendre pendant la difficile saison d'hiver, c'est le temps pour l'Occident de préparer l'Ukraine à des contre-offensives encore plus importantes au printemps, cette fois équipées d'un grand nombre de véhicules et d'armes occidentaux. Maintenant, allez voir l'armement américain battant les Russes en Ukraine ou cliquez sur cette autre vidéo.